Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 33e webinaire Afranum de l'Afravie sur les actualités IST. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Agnès Libois de Belgique et le docteur Jean-Sienne Mancel de la Pitié-Salpêtrière en France. Et le professeur Fatima Tali va se connecter juste après. Donc, on va commencer par la présentation du docteur Agnès Libois sur dépistage de Neisseria gonorrhée et de Chlamydia trachomatis chez les HSH. Donc, d'abord, une toute petite introduction. Le docteur Agnès Libois était infectiologue, spécialiste du VIH et des IST. Elle exerce au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, en Belgique, où elle est responsable de la prise en charge des patients hospitalisés atteints du VIH et référente pour les IST, la PrEP et la PEP au sein du Centre de consultation EMEA, le plus grand centre de référence en matière de VIH et des IST en Belgique. Elle est membre du conseil d'administration de l'EAX et du comité de pilotage du YING, c'est-à-dire EAX Young Investigators. Elle participe activement à la recherche clinique sur le VIH, la PrEP et les IST et est l'auteur ou co-auteur de plus de 50 publications. Bienvenue Agnès. Nous allons commencer, comme on a dit, par D'accord. partager tout d'abord le petit sondage en lien avec votre présentation, juste pour tester un peu les connaissances des participants. Donc, on y va. C'est pas vraiment une question sur les connaissances, mais plutôt sur les pratiques actuelles. Et on pourra voir un peu si les choses changent après ma présentation. Donc la question est, quand testez-vous les infections à gonorrhée et chlamydia asymptomatiques chez les hommes qui ont des relations avec des hommes? Tous les 3 à 6 mois, ça c'est le choix numéro 1. Tous les ans, ou uniquement à la demande du patient, ou quasi jamais, ce qui veut dire seulement dans des circonstances bien spécifiques. Donc, je parlais ici bien des infections asymptomatiques chez les HSH. Donc, hommes qui ont une relation avec des hommes. Là, j'ai partagé les résultats. Vous pouvez les commenter, et puis on commencera avec la présentation. Donc voilà, mais donc il y a une très grande majorité qui testent des fréquences différentes en fait, donc tous les 3 à 6 mois ou tous les ans, selon en fait ce qui est actuellement recommandé par la majorité des guidelines. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas forcément une bonne idée et qu'il y a des arguments pour faire tout à fait autrement. Donc je vais présenter ma présentation. Enfin, je vais partager mon écran plutôt. On peut commencer. Donc c'est vraiment le sujet. Donc là, on va prendre 20 minutes pour parler de ce sujet vraiment spécifique du dépistage. Donc Neisseria gonorrhea et Chlamydia trachomatis chez les hommes qui ont une relation avec des hommes. Ça, c'est mes conflits d'intérêts. Alors, ce qu'on sait, c'est que les IST sont en augmentation en Europe, avec une forte augmentation de chlamydia, mais surtout du gono et de la syphilis. Donc, vous voyez les chiffres ici. Augmentation très importante chez les hommes, mais aussi chez les femmes, mais c'est majoritairement chez les hommes. Et il y a une augmentation, il n'y a pas qu'en Europe, hein, c'est dans le monde entier qu'il y a une augmentation des IST. Et donc, le premier réflexe et les premières recommandations sont, il faut augmenter le dépistage. Alors, dans certaines situations, on peut en discuter, mais dans d'autres, c'est pas forcément une bonne idée et je vais vous montrer pourquoi. Donc, d'abord, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on dépiste le gonocoque et le chlamydia chez les c'est difficile, hein, je vais dire MSM, je pense, asymptomatique, c'est plus facile à prononcer. Donc, pourquoi? Pour diminuer l'incidence des infections symptomatiques, pour diminuer la transmission et l'incidence et la prévalence globalement dans la communauté.
Et surtout, c'est recommandé par la majorité des guidelines. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que le dépistage, c'est efficace? Est-ce qu'on arrive à diminuer les infections symptomatiques et l'incidence ou la prévalence? Ce qu'on sait, c'est que la majorité des infections sont extragénitales et asymptomatiques, qu'il n'y a pas de conséquences sévères des infections asymptomatiques non traitées, si ce n'est un doute par rapport à une augmentation des infections symptomatiques. S'il y a de nombreux partenaires, on peut avoir une réinfection fréquente, et vous avez ici un petit dessin, ce sont des modèles mathématiques en fait qui montrent que si vous faites un dépistage à la semaine 0, 2 semaines après, vous allez avoir une diminution du nombre d'infections, mais que 3 mois plus tard, on revient au niveau de base, ou donc au niveau précédent, les dépistages. Si on fait un test et qu'il est positif, on va donner des antibiotiques, bien sûr. Mais donc, quel est l'effet sur les résistances et quelle est la durée de l'infection sans traitement et la viabilité des bactéries détectées? Ça, c'est une vraie question. Alors, pourquoi? Je suis un peu calée. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme preuve que ce dépistage fonctionne? D'abord, il n'y a aucun essai randomisé contrôlé qui a évalué l'efficacité du dépistage donc de gono et chlamydia chez les MSM. On Pardon, a deux. Oui, est-ce que vous pouvez juste baisser l'écran de mon écran? Je ne sais pas pourquoi on le voit. Celui ça. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux carrément, je sais pas, le baisser? Le faire disparaître. Ou ça, c'est carrément, je l'ai carrément tout en entier. Alors, Et partager votre écran entier, je pense, au lieu de la presse. Oui, voilà. Hmm. Ouais, je l'ai mis dans le bas à droite, mais c'est tout ce que je peux faire de mieux. Oui, Ça va comme ça? ça va mieux, oui. Mettre en diaporama C'est en diaporama. OK. Et remonter peut-être la fenêtre. Voilà. Remonter la Je ne fenêtre. devrais pas voir vos autres onglets, mais on verra. Ah, euh, ouais, je sais pas. OK. Bon, c'est pas grave. Allons. Désolée. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y avait 2 grands essais randomisés qui montraient qu'il n'y avait pas d'effet significatif de dépistage sur la prévalence du chlamydia dans la population générale. Il y en a un en Australie et un aux Pays-Bas. Et alors, il n'y a aucun essai randomisé qui n'a évalué l'efficacité du dépistage sur la prévalence du gonocoque en population générale. Donc là, on n'a pas de données, mais on sait que pour le chlamydia, ça n'a pas d'effet significatif sur la diminution du taux d'infection. Ça va? Ce qu'on sait aussi, c'est que les pays où les MSM sont dépistés plus intensivement pour le gono et chlamydia n'ont pas une incidence ni une prévalence plus faible de ces infections asymptomatiques ou symptomatiques. Donc, ça, c'est différentes études ici qui montrent qu'en fait, globalement, ça ne change pas grand-chose au nombre d'infections. Ce qu'on sait par rapport à la durée médiane des infections à gono et chlamydia non traitées, donc ici, c'est une étude où ils ont pris 140 MSM testés chaque semaine pendant 48 semaines, donc un frottis chaque semaine. Et dans cette étude, ils ont montré qu'il y avait un nombre élevé de positifs isolés. Ça veut dire que le test était positif une fois et puis négatif la semaine suivante, avec donc très probablement une colonisation transitoire ou un faux positif. Pour ce qui était de la durée des infections, le gono au niveau pharyngé, c'est en médiane 4 semaines. Au niveau anorectal, c'est un peu plus long, 9 semaines. Le chlamydia au niveau pharyngé, c'est 6 semaines et 13 semaines en anorectal, en pouvant aller jusqu'à 42 semaines. Donc, globalement, le chlamydia a une durée d'infection plus longue que le gonocoque. Alors nous en Belgique, on suivait les guidelines, hein, donc guidelines PrEP, ça veut dire tester tous les 3 mois pour gono et chlamydia et donner des médicaments, des antibiotiques si un test était positif. Mais à un moment, on se demandait quand même qu'est-ce qu'on faisait, est-ce que c'était quand même une bonne idée. Et comme il n'y avait pas du tout de réponse dans la littérature, donc il y avait des guidelines qui recommandent de faire ça, mais pas vraiment de niveau de preuve par rapport à ça.
on a lancé une étude qui s'appelle l'étude GoNoScreen. Donc, c'est un été randomisé contrôlé multicentrique avec 5 centres de référence HIV, IST en Belgique, avec un peu plus de 1000 MSM sous PrEP. Et donc, ils étaient tirés au sort avec un groupe où il y avait un dépistage gono, chlamydia tous les 3 mois, 3 sites, dont gorge, urine et anal, comme recommandé dans les guidelines, et un autre groupe où il n'y avait pas de dépistage. Il y avait le frottis, donc on a évidemment les résultats pour l'étude, mais ce résultat n'était ni transmis ni au patient, ni au médecin en charge du patient. Et donc, dans les deux groupes, on a regardé l'incidence de ces infections et l'incidence de la syphilis aussi, et le nombre d'antibiotiques donnés. Et donc, voici les résultats. Donc, c'est une étude qui est parue l'année passée dans le Lancet HIV. Et donc, globalement, l'étude montre que dans le groupe où on faisait le dépistage, il y avait une petite diminution de l'incidence du chlamydia, mais ce n'était pas significatif au niveau du gonocoque. Donc, ça, c'est les résultats bruts. Et puis, en discutant beaucoup, on s'est dit, mais en fait, ces infections à chlamydia, elles durent plus longtemps que les infections à gonocoque. Et donc, dans le groupe où on donne pas de médicaments et où on teste tous les 3 mois, mais 2 frottis positifs peuvent être en fait une seule infection. Et donc, tout le calcul a été refait en comptant que 2 frottis consécutifs positifs, s'il n'y avait pas eu d'antibiotiques entre les deux, étaient comptés comme une seule infection. Et quand on refait cette analyse, l'effet sur l'incidence du chlamydia disparaît à ce moment-là. Alors, par rapport aux infections symptomatiques, il y avait dans le groupe où on faisait le dépistage une incidence légèrement plus faible du chlamydia symptomatique, mais pas du gonocoque. Et pour les participants qui étaient symptomatiques, les symptômes étaient légers, avec pas d'évolution sévère ni d'événements indésirables, entre autres pas d'hospitalisation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la consommation antibiotique dans les deux groupes. Et donc, vous voyez ici qu'en l'absence de dépistage asymptomatique, la consommation d'antibiotiques comme la doxycycline, la céphtriaxone et l'azithromycine ont fortement diminué. L'étude avait été faite où, au départ, le traitement pour le gonocoque était la bithérapie céphtriaxone, azithromycine, qui est changée évidemment maintenant en uniquement céphtriaxone. Et alors, une nouvelle analyse encore a été faite parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on avait compté comme symptômes d'IST? Il y avait aussi le mal de gorge, par exemple, pour le gonocoque. Or, le chlamydia donne pas des angines, ça on sait. Et donc, si on refait le calcul avec uniquement les symptômes compatibles avec une infection à chlamydia, donc symptômes d'urétrite, d'épididymite ou de proctite, à ce moment-là, il n'y avait plus de différence pour le chlamydia symptomatique entre le bras sans dépistage et le bras avec dépistage. Donc, en résumé de cette étude, dans le groupe, il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas d'effet sur l'incidence du gonocoque asymptomatique ou symptomatique. Il y a un effet modeste sur le chlamydia asymptomatique qui disparaît après le contrôle du biais des infections non traitées et un effet modeste sur le chlamydia symptomatique qui disparaît avec une analyse limitée aux symptômes compatibles avec une infection à chlamydia, comme je viens de le montrer. Et le dépistage est associé à une augmentation de la consommation d'antibiotiques. Voilà. Donc ça, c'était pour l'étude GoNoScreen. Ici, je vous montre une étude qui montre que l'intensité du dépistage gono et chlamydia chez l'MSM aux États-Unis est associée à une augmentation de la concentration minimale inhibitrice du gonocoque et donc induit effectivement un risque plus important de résistance. Et vous connaissez les problèmes de résistance au gono. Je ne vais pas y revenir ici dans ma présentation. Donc, on peut dire qu'au niveau de la population, le risque en fait d'un dépistage est supérieur aux bénéfices. On peut discuter au niveau individuel du patient par rapport au risque bénéfice. Moi, je pense plutôt en faveur de plus de risques. Et là, dans cet argumentaire, je n'ai pas pris en compte le coût du dépistage pour le patient et l'assurance maladie. Et vous savez qu'un dépistage fréquent et asymptomatique consomme des ressources de santé considérables, en particulier dans les programmes PrEP.
Je vous remontre ici les critères en fait qui datent déjà, hein, donc utilisés depuis 40 ans pour instaurer en fait un dépistage dans la population. Et donc, qui dit que l'efficacité d'un programme de dépistage devrait reposer sur des preuves scientifiques, ce qui n'est pas le cas ici pour le dépistage du gono et chlamydia, et que les bénéfices doivent l'emporter sur les risques et les coûts, ce qui n'est pas le cas non plus. En Belgique, nous avons changé les recommandations pour les MSM qui prennent la PrEP. Donc, tous les experts belges se sont réunis et nous avons décidé que les bénéfices du dépistage du gono et chlamydia ne l'emportent pas sur les inconvénients. Et nous proposons de tester uniquement si ces hommes ont des rapports, sont bisexuels, donc ont des rapports aussi avec des femmes. Évidemment, s'il y a des symptômes. Si un partenaire qui présente une infection symptomatique pour éviter une réinfection symptomatique de ce partenaire, l'effet ping-pong, et si le patient veut absolument un dépistage asymptomatique. Les personnes qui arrivent et qui disent, moi vraiment, je veux savoir si je suis porteur, nous faisons le dépistage, en sachant que nous avons fait des brochures pour expliquer aux patients pourquoi est-ce qu'on arrêtait le dépistage. On s'est mis en lien avec les différentes associations en Belgique pour expliquer exactement ce qu'on faisait et pourquoi. On a donné ce message dans la médecine générale et que le message est plutôt bien passé, en fait, et que très peu de patients demandent actuellement ce dépistage. Alors, en vie réelle, ici, il y a un centre à Anvers qui a analysé de manière rétrospective les dossiers pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc, ici, c'est le nombre de tests, vous avez pour la syphilis qui ne bouge pas et pour chlamydia, gonorrhée qui diminue déjà avant 2023, qui est le moment où on a changé officiellement les recommandations. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il n'y a pas d'augmentation des infections à gono et chlamydia symptomatiques. Vous avez en jaune les symptomatiques et en bleu les asymptomatiques. Et donc, vous voyez que le nombre de symptomatiques ne change pas. Le nombre d'asymptomatiques diminue puisqu'on a diminué le nombre de tests. Et par contre, il y a une diminution de la consommation d'antimicrobiens en vie réelle, avec la doxycycline qui diminue vraiment bien et la ceftriaxone également. Alors, pour information, les Pays-Bas vont encore plus loin et donc ici je veux dire un petit mot sur les femmes. Donc, ils ont fait une étude avec une cohorte de plus de 5000 femmes en âge de progrès, 14 ans de suivi, une très grosse étude, avec un dépistage du chlamydia en 2009. Et donc, il montre qu'effectivement, il y a des complications qui sont associées à l'infection à chlamydia. Un peu plus de 4% de pelvic inflammatory disease, un peu 1,6% de grossesse extra-utérine et 1% d'infertilité. Raison pour laquelle on teste le chlamydia chez les femmes. On est d'accord. Mais ce qu'ils ont montré de très intéressant, c'était que chez le chlamydia, infection à chlamydia symptomatique, le risque était de 2 à 4 fois plus élevé donc de pelvic infectious disease, grossesse extra-utérine et d'infertilité, mais qu'il n'y avait pas de risque augmenté en cas de chlamydia asymptomatique et qu'il n'y avait aucun bénéfice au traitement de l'infection à chlamydia asymptomatique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, en fait, les infections à chlamydia chez les femmes, finalement, ce dépistage, il cause plus de tort que de bénéfices. Il induit un traitement inutile avec une résistance aux antimicrobiens, avec une perturbation du microbiote, des effets secondaires et des conséquences psychosociales qui peuvent être importantes. Et donc, depuis 2025, les centres néerlandais de santé sexuelle ont arrêté le dépistage asymptomatique du chlamydia. Ils n'ont pas arrêté pour le gonocoque parce qu'ils estiment qu'actuellement, ils n'ont pas assez de données nécessaires de données suffisantes pour arrêter ce dépistage. Alors, ici, je termine ici un peu avec un article d'un de mes collègues, Nicolas Deby, et Thibaut Van Ballen, avec qui on a fait beaucoup d'études, donc Gonoscreen notamment, en disant que les vieilles habitudes ont la vie dure et que bien qu'un nombre croissant de preuves indiquent
que le dépistage du gono et de chlamydia asymptomatique manque de fondements scientifiques, l'évolution des recommandations et des pratiques cliniques reste figée dans le temps. Et il fait le parallèle avec d'autres infections bactériennes comme le pneumocoque, le méningocoque et le streptopyogène, qui partagent en fait des caractéristiques du gono et chlamydia. Donc, ça veut dire un portage asymptomatique fréquent, une transmission efficace par contact rapproché et un potentiel de maladie invasive, et avec un traitement antibiotique efficace pour le faire disparaître. Et donc c'est un argument supplémentaire pour arrêter en fait cette espèce d'exception qui concerne les IST. Et quand je dis IST, je parle bien gonocoque et chlamydia. Bien sûr, on continue à tester la syphilis puisque les conséquences sont tout à fait différentes. Donc voilà, donc mes recommandations, c'est d'arrêter le dépistage du gono et du chlamydia chez les hommes qui ont une relation avec des hommes, sous PrEP en tout cas. Donc ça, c'est là où on a vraiment le plus d'arguments. Mais nous, en fait, en Belgique, en parallèle, on a également arrêté le dépistage globalement chez tous les MSM, sauf les exceptions que je vous ai montrées précédemment. Voilà, je terminerai ma présentation ici et je suis toute curieuse d'entendre vos réactions et de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Agnès. Alors, j'arrête Oui, exactement. comment je fais ça? Attends. Partager. Stop share, voilà. Ah oui, c'est en anglais. C'est bien ça? Absolument, c'est parfait. Voilà. Ah, je vois qu'il y a une question déjà qui est dans l'onglet QR. Rappelez-vous, tout le monde, il faut écrire vos questions dans l'onglet QR et pas dans le chat parce que le chat est désactivé. Donc, on a une question de la part de Rodrigue Bouobda. Je ne comprends pas comment le dépistage contribuerait à une augmentation de la CMI. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dépiste et qu'on a un résultat positif, on donne des antibiotiques. Et donc, ces antibiotiques mettent sous pression le gonocoque avec, comme vous savez, il ne reste plus que la ceftriaxone en traitement. Quand je dis facile, c'est relativement facile parce que c'est quand même une injection pour le traitement du gonocoque. Il y a des antibiotiques qui arrivent, mais où on voit déjà dans certains endroits l'apparition de résistance. Donc le gonocoque, il est placé dans les top 10 des priorités de l'OMS par rapport à l'antibiorésistance. Et donc tout ce qui peut diminuer la pression antibiotique sur ces infections est bon à prendre. Mais donc l'augmentation de la CMI est vraiment liée à la pression antibiotique qui est mise dans les dépistages asymptomatiques. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà participé aux Ephraim, vous avez tout à fait la possibilité de lever la main pour vous exprimer à haute voix. Donc, si Rodrigue, vous voulez rajouter d'autres éléments par rapport, voilà, vous avez la parole. Alors ici, j'ai une autre question. Peut-être que ah oui, Rodrigue veut poser la question, et peut-être qu'après je passe à la question suivante qui est sur le Oui, chat, très bien. sur le Q&A. D'accord, merci madame. J'ai bien compris les conséquences de l'augmentation, du moins le fait que la CMI puisse augmenter suite au dépistage positif. Mais la question que je me pose, c'est si on ne dépiste pas le malade qui est déjà positif, est-ce que les conséquences de la maladie, ne, sur le plan individuel pour le malade, ne sont pas, euh, sont, je pense qu'ils sont non négligeables. Donc je me dis, si on ne dépiste pas, donc forcément on ne mettra pas sur antibiotiques. Donc on évite l'augmentation de CMI, mais d'un autre côté, le patient ne reçoit pas de traitement pour son cas. Et donc on a montré donc dans les durées la durée que finalement les infections elles guérissent toutes seules et que la grande majorité des infections sont asymptomatiques et restent asymptomatiques, et que dans la vie réelle actuellement, de ce qu'on a en tout cas comme données, donc les données de l'étude montrent qu'il n'y a pas d'augmentation des infections symptomatiques quand on arrête le testing, et dans la vie réelle c'est ce qu'on constate aussi. Donc non, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'infections symptomatiques. Par contre, on sait que le dépistage, peut-être que si on dépistait tout le monde toutes les semaines, on arriverait à diminuer
l'incidence et la prévalence, mais avec un dépistage régulier tous les 3 à 6 mois, ça n'a aucun effet, ça ne fonctionne pas pour diminuer le nombre d'infections asymptomatiques ou symptomatiques. Donc, il n'y Merci. a, pas beaucoup d'avantages en fait au dépistage. D'accord. Alors ici, j'ai une autre question qui est, pensez-vous que la prise de PrEP a un impact sur l'augmentation des cas de gono et chlamydia? Et donc ça, c'est l'idée que les personnes qui prennent de la PrEP mais multiplient en fait les risques, ont des rapports moins protégés, qui fait que les IST augmentent. Alors au début de la PrEP, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet, avec des résultats qui étaient un petit peu variables en fonction des études, mais qu'on a l'impression que globalement, les personnes qui prennent la PrEP, en fait, ils avaient déjà beaucoup d'IST avant, et que l'augmentation vient peut-être un petit peu de ça, mais qu'il y a aussi une augmentation qui est dans la communauté gay avec enfin et pas que, mais aussi, enfin principalement une augmentation chez les personnes qui ne prennent pas la PrEP également. Donc il y a vraiment une augmentation un petit peu partout. En Belgique, on voit aussi une augmentation chez les femmes, une augmentation du gonocoque chez les femmes, et je sais qu'on n'est pas le seul pays à voir cela. Et c'était déjà avant qu'on décide d'arrêter le dépistage chez les hommes qui ont des relations avec des hommes, donc c'est pas lié. Merci. Cher Malik, est-ce que vous avez des précisions à apporter? Monsieur Doucouré, vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez en levant la main. Sinon, Sinon, ce que je propose, Fiona, si c'est possible, c'est de remettre la première question du tout début ah, pour voir s'il y a un changement. le sondage, tu veux dire? Oui, le sondage. Oui, ok, pas de souci. Alors, j'y vais. On revient. Donc, il faut que je le réactive, mais je peux sans problème. Tac, relancer. C'est ok? Non? Oui, voilà, ça y est. Hmm. Ah, mais par contre, personne ne peut voter. Si, ils peuvent là. Ok, c'est marqué qu'ils peuvent pas sur l'écran, mais. Moi, je vois les gens qui réagissent. Ah, ok, super, tant mieux. 12%, voilà. Ah non, c'est panéliste, ok, j'ai mal lu. Mhm. Donc, je repartage? Ouais. Ok. Allez. Mettre fin et partager les résultats. Ah ben donc on voit quand même que ma présentation a influencé les pratiques. Donc voilà, en tout cas une grande partie des personnes qui sont là vont changer leur manière de faire et j'en suis ravie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Merci beaucoup, Agnès. Alors, je vois que... est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Tout d'abord, je vois que le professeur Lee a quelques soucis pour se connecter. Donc, si dans les prochaines minutes, elle n'est pas avec nous, est-ce que Gentiane, tu pourrais enchaîner? Oui, 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 je suis là, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que non. Dans ce cas, je propose, Gentiane, que tu commences avec la présentation. Alors, ça va être donc Gentiane Mancel est dermatologue et infectiologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle est également responsable du centre de santé sexuelle Cégide de la Pitié. Son domaine d'expertise se partage entre les dermatoses infectieuses et tropicales, les pathologies des muqueuses génitales et les infections sexuellement transmissibles. Alors,
Gentiane, on va commencer par le sondage concernant ta présentation. On le voit à l'écran. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Fiona. Alors, vous pouvez voter. La première question, c'était donc quel agent pathogène est responsable de l'épidémie internationale actuelle de dermatophysie sexuellement transmise chez les patients HSH? Donc, est-ce qu'il s'agit d'épidermophyton flocosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes génotype ITS7, Trichophyton rubrum ou Trichophyton indotinei? Il y a une seule réponse possible. Enchaîner, Gentiane, en prenant l'ascenseur pour lire la deuxième question. Ok, on attend un petit peu que les gens votent ou pas? Les deux questions sont liées, donc on va tout partager en même temps. Les gens votent là, oui. Il y a 16% de participation. Ok, et alors la deuxième question, donc quelle population est presque exclusivement concernée par les folliculites faciales à Klebsiella aerogenes? Est-ce que c'est les adolescents souffrant d'acné sévère, les femmes utilisant des cosmétiques dépigmentants, les professionnels de santé en milieu hospitalier, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes ou les PVVIH? Donc sur la première question, on a une majorité quand même, 42% qui s'orientent vers le Trichophyton mentagrophytes génotype 7. Et puis sur la deuxième question, on a plutôt, ouais, on a une égalité là entre les adolescents, les femmes utilisant des cosmétiques et les HSH. Bon, bah, je pense qu'on peut mettre fin au sondage et puis commencer la présentation. Très bien. Tu partages ton écran? Je peux mettre ça sur le côté, le QR, ou je le ferme complètement? Tu peux le fermer, je regarde moi-même. Hmm. Donc, on va faire une petite présentation sur des nouvelles pathologies, des nouvelles IST qui ont une présentation plus dermatologique. Et donc, je commence avec un petit cas clinique. Il s'agit ici d'un patient qui a 33 ans, il est HSH et il vient vous consulter pour cette lésion érythémateuse purulente localisée au niveau du menton dans sa barbe. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des hypothèses pour ce patient, si vous réalisez des prélèvements et si vous avez une idée du traitement. En fait, il s'agissait de cette fameuse infection de barbe qui là se présente sous la forme d'un mycosis à dermatophytes et plus particulièrement avec cette espèce qui s'appelle le Trichophyton mentagrophytes de génotype 7. Et donc, en fait, on a fait une publication récemment sur ce sujet. On a mis en évidence que ce génotype 7 est transmis sexuellement quasiment exclusivement dans la communauté HSH. Et donc là, je vous ai pris l'exemple avec ce petit cas clinique d'une lésion au niveau du menton, donc localisation au niveau du visage. Mais en fait, les lésions sont assez souvent dans la région génitale. Vous voyez ici une plaque érythémato-squameuse avec une bordure active, donc au niveau du pubis, également une lésion de la cuisse. Et vous voyez que les lésions peuvent s'étendre à distance aussi, avec ici une lésion abdominale. On peut également avoir des lésions des fesses et vous voyez que ces lésions ont la particularité d'être assez inflammatoires avec ici la présence sur cette lésion de la fesse de lésions nodulaires et croûteuses. Et puis on a également des lésions au niveau de la région périanale. Vous voyez ici ces lésions en plaques érythématosquameuses avec une bordure assez bien dessinée qu'on dit active. Et ici, chez ce patient, vous voyez qu'on avait une co-infection avec une autre IST, donc avec le virus du Mpox, qui, vous voyez, donne des lésions pustuleuses, ombiliquées et nécrotiques. Donc, vous allez peut-être me demander qu'est-ce que c'est que ce Trichophyton mentagrophytes génotype 7. Donc, je vous ai fait ici un petit rappel. En effet, ce génotype appartient au complexe du Trichophyton interdigitalé mentagrophytes. Vous voyez que c'est un complexe qui comporte pas mal d'espèces et de génotypes.
La différence entre ces génotypes est faite par le séquençage de la région ITS, donc qui se fait uniquement dans certains laboratoires spécialisés. Donc vous voyez ici, en haut de cet arbre phylogénétique, on a les trichophytons interdigitalés, qui sont en fait une espèce anthropophile qui, elle, est principalement responsable de mycoses des pieds. Ici, on a le Trichophyton mentagrophytes stricto sensu, qui lui est une espèce zoophile et qui est responsable plus de lésions inflammatoires de la peau et du cuir chevelu. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ce Trichophyton mentagrophytes stricto sensu, on a ici le génotype 7 qui lui a adopté un comportement un peu particulier puisque il a dévié vers une transmission interhumaine par voie sexuelle. Et j'insiste ici sur le Trichophyton mentagrophytes de génotype 8 qui a été depuis rebaptisé Trichophyton indotinae, qui est un petit peu particulier puisque lui, il est également à transmission interhumaine. Il est responsable d'une présentation clinique particulière puisqu'il donne des lésions étendues de la peau glabre et surtout qu'il est résistant à la terbinafine dans trois quarts des cas. J'insiste un peu ici sur la présentation clinique du visage, puisqu'on est parti de ce cas clinique, et je voulais vous montrer cette publication italienne qui concerne en fait 9 patients qui étaient HSH. Vous voyez qu'il y en avait 3 sur les 9 qui étaient infectés par le VIH. Et vous voyez que dans cette série, ils ont trouvé une atteinte uniquement de la barbe chez 6 patients sur les 9. Et vous voyez parfois avec des présentations extrêmement inflammatoires et purulentes qui ont dans certains cas conduit à une confusion diagnostique, à une errance diagnostique liée soit à une confusion avec une infection bactérienne ou parfois au fait que ces lésions de dermatophytiques peuvent être surinfectées par des bactéries. Donc en cas de présentation comme ça inflammatoire de barbe avec une association de lésions squameuses et purulentes, n'hésitez pas à faire des prélèvements non seulement mycologiques mais également bactériologiques. Euh, voilà, je vous demandais un peu quel était donc le génotype responsable de cette épidémie internationale. Donc vous voyez qu'il y a une propagation assez rapide de ce génotype, non seulement en Europe, mais également en Amérique du Nord, avec des cas aux États-Unis. Il y en a de plus en plus, et des cas également au Canada. Dans la majorité des cas, les patients n'ont pas d'antécédents de voyage, ce qui indique bien qu'il y a une transmission locale de ce génotype sans lien avec des voyages. Et puis, à la base, ce génotype 7, il avait été décrit plus chez des patients qui revenaient de voyage en Asie du Sud-Est. Mais là, on a pu montrer au niveau moléculaire que le génotype 7 qui circule actuellement est différent de celui qui avait été retrouvé initialement avec ces patients ayant voyagé. Fait particulièrement intéressant également avec ce génotype, c'est sa capacité à pouvoir faire de petites épidémies avec des clusters. Et vous voyez qu'ici, on avait décrit en 2025, donc sur une épidémie qui avait eu lieu en 2022-2023, un cluster de 17 patients. Donc c'était un masseur qui réalisait des massages tantriques à ses clients et qui a donc contaminé 15 de ses clients ainsi que son colocataire. Et donc, vous voyez des lésions qui se présentaient toujours sous la forme de plaques, médaillons érythématosquameux avec un renforcement périphérique. Ici, ce sont les lésions chez le masseur, donc des lésions du torse et des coudes. Les massages sont réalisés avec les coudes au niveau des fesses des clients. Et vous voyez ici que les clients présentaient d'innombrables lésions en médaillons érythématosquameuses au niveau des fesses. Parfois des lésions assez inflammatoires. Ici, vous voyez un kérion d'un doigt. Et puis, pour vous montrer ici, ça, c'est l'aggravation après uniquement traitement local sur la photo G. Vous voyez que le patient avait étendu ses lésions uniquement avec une crème, ce qui indique bien la nécessité d'un traitement par voie générale pour traiter ce type de dermatophysie avec ce trichophyton. Autre exemple de la capacité de faire des clusters, ici c'est 40 cas qui ont été identifiés assez récemment au Minnesota, 13 ont été confirmés sur le plan mycologique. C'était également dans la communauté HSH, c'est chez des utilisateurs d'applications de rencontres anonymes. L'alerte a été donnée par les cliniciens dermatologues. Il y a eu un système de surveillance renforcé mis en place par le département de santé du Minnesota. Et puis les cliniciens insistaient sur le piège diagnostic facile, puisque ça peut être confondu avec notamment d'autres infections cutanées bactériennes communes, voire d'autres MST. Donc vous voyez que le dermatologue a un vrai rôle à jouer pour lancer les alertes face à ces épidémies.
Alors, comment on a pu dire que ces dermatophysies sont une nouvelle IST? Mais en fait, il y avait différents arguments pour une transmission sexuelle. Vous voyez que tous les cas surviennent au sein d'une même communauté sexuelle. Chez les patients qui ont des facteurs de risque d'IST, puisqu'ils ont des partenaires multiples, de nombreux antécédents d'IST. Il y avait la localisation des lésions aussi qui est évocatrice. Vous voyez que c'est souvent la région génitale, les fesses, le visage. Parfois, on avait des lésions présentes chez deux partenaires sexuels. On avait également des co-IST. Je vous ai montré une photo où il y a en même temps une dermatophysie et en même temps un cas de Mpox. On avait également des co-infections avec des syphilis ou des chlamydioses. Et puis, chez nos patients, on a pu globalement éliminer la transmission zoonotique, puisqu'on demandait à chaque fois s'il y avait des contacts avec des animaux, et que c'était quasiment jamais le cas. Et puis, ce Trichophyton mentagrophytes de génotype 7, il avait déjà été décrit en Allemagne et en Suisse comme agent d'infection sexuellement transmissible possible. Et donc, en fait, on se retrouve avec le même genre de transmission, par exemple, que pour la gale, les morpions ou également le Mpox, c'est-à-dire des contacts cutanés peau à peau au cours des relations intimes. Alors, attention, il faut tout de même faire attention et pas conclure à tort que toute dermatophysie de localisation génitale est une dermatophysie sexuellement transmise. Ce n'est pas le cas. Et donc, avec cette diapositive, je voudrais clarifier trois concepts. Donc, il y a le concept de dermatophysie sexuellement transmissible, le concept de tinea genitalis et puis le trichophyton mentagrophytes de génotype 7. Et donc, vous voyez que tinea genitalis, en fait, ça se réfère uniquement à la localisation anatomique dans la région génitale, mais ça ne prédit pas obligatoirement une transmission sexuelle. Ça peut tout à fait être une auto-inoculation à partir d'un foyer des pieds, ou bien également une transmission zoonotique qui donne une tinea genitalis. Ici, pour la dermatophytose sexuellement transmise, ça se réfère uniquement au mode de transmission. Et donc, ça peut concerner la région génitale, mais on l'a vu avec de nombreux exemples et la série italienne, ça peut également toucher le visage. Et puis, on peut avoir des dermatophytoses sexuellement transmises qui sont liées à d'autres espèces que le TM7, même si pour l'instant, c'est le TM7 qui est le plus fréquemment décrit. Et donc ici, TM7, lui, c'est un agent pathogène et donc possibilité de transmission autre que sexuelle également avec ce génotype. Donc voilà, on a clarifié un petit peu ce concept et on va passer à un deuxième cas clinique. Il s'agit encore d'un patient HSAS de 35 ans qui a de nouveau des lésions de la barbe, des lésions, voyez, papulo-pustuleuses assez douloureuses. Il a déjà reçu plusieurs cures de piostacine et de tolexine sans amélioration. Et donc, quelle est votre hypothèse? Donc en fait, bah voilà, il s'agit d'un nouveau tableau de folliculite de barbe. Avec ce deuxième cas clinique, si vous avez bien retenu le premier message, ben, vous réalisez un prélèvement non seulement mycologique, mais également bactériologique. Et donc, la mycologie revient négative, et cette fois-ci, en culture, le bactériologiste vous répond qu'il s'agit d'une Klebsiella aerogenes en culture pure. Et donc, nous allons continuer ce topo pour que je vous parle de ces folliculites faciales à Klebsiella aerogenes, qui sont probablement également une IST émergente chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et donc, il y avait eu, pour replacer un peu le contexte, il y a eu déjà trois publications traitant de ce sujet. Donc ici, une première série donc d'infections à Klebsiella aerogenes, qui est un bacille gram-négatif. Et donc, on avait pu observer, en gros, en l'espace de 7 ans, 7 cas de folliculite faciale et également du cuir chevelu, qui concernaient uniquement des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui se présentaient, vous voyez, sous la forme de pustules et de nodules douloureux de la barbe et parfois du cuir chevelu. Vous voyez ici ces lésions. Ici, on voit des petites pustulettes au niveau de la moustache. Ici, des lésions au niveau du menton. Ici, des lésions pustuleuses dans la barbe qui sont plus évocatrices de psychosis. Ce qui était assez important à noter, c'est la durée médiane avant diagnostic, c'est-à-dire que souvent les patients errent avant que le diagnostic de folliculite à Klebsiella soit posé. Ici, durée médiane de 7 mois avant le diagnostic. Et puis, on avait également fait des prélèvements au niveau du nez pour ces patients. Et lorsqu'ils étaient réalisés, ils étaient
positif dans 4 cas sur les 4 patients testés. On avait mis en évidence dans cette série des difficultés thérapeutiques et une nécessité d'antibiothérapie prolongée et surtout des rechutes extrêmement fréquentes. Vous voyez, 4 patients sur les 7 qui rechutent à l'arrêt de l'antibiothérapie bien conduite. Donc c'était souvent soit des fluoroquinolones, soit des sulfamides, donc du Bactrim qui étaient utilisés. Et donc, on s'est demandé, étant donné qu'il s'agissait uniquement de patients HSH, s'il s'agissait du nouvel IST, puisque voilà, une seule communauté touchée. Et donc, en tout cas, importance de réaliser dans une dermatose atypique résistante du visage des prélèvements bactériaux et mycologiques. Et puis, par la suite, nos collègues de Belgique ont également rapporté 4 cas de patients HSH qui présentaient exactement le même type de folliculite qui ont été traités par Bactrim avec succès, mais des rechutes chez tous les patients. Et ils ont poussé l'analyse moléculaire et mis en évidence que les 4 patients qu'ils décrivaient étaient atteints de la même Klebsiella aerogenes qui fait partie d'un clone spécifique qui est le clone ST117. Donc les auteurs s'interrogeaient, est-ce qu'il y a une émergence de ce clone en Europe? Est-ce que le clone ST117 a des facteurs de virulence particuliers? Et puis, quel est le rôle de ce portage nasal dans les rechutes? Et donc, je vous montre ici la photo de ce patient qui était un peu similaire à la première publication. Donc ici, c'est plus une folliculite superficielle avec des petites lésions superficielles, donc localisées au niveau du menton. Donc, vous voyez que devant des folliculites du visage chez un patient HSH, il faut bien se poser la question. Ça peut être une dermatophysie, ça peut être la Klebsiella ST117, et puis parfois il peut même y avoir l'association des deux pathogènes. La troisième publication sur le sujet, il n'y en a que 3, c'est celle-ci qui est en provenance de l'Espagne et ils ont rapporté un patient HSH de 23 ans. Vous voyez, même type de lésion, des petites pustulettes dans la moustache au niveau du menton. Donc une résistance au traitement classique, de la Klebsiella en culture, des difficultés thérapeutiques. Et là, les auteurs ont traité à la fois par antibiothérapie locale, antibiothérapie par voie générale, de la ciprofloxacine. Et puis, ils y ont associé un traitement par isotrétinoïne ils disent que le patient a été guéri en 21 jours. Donc, si on prend un petit peu cette Klebsiella aérogénèse, donc un bacille gram négatif, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que cette souche ST117 a l'air d'être une souche hyper muqueuse. Normalement, la Klebsiella, c'est une bactérie qui est présente dans le microbiote digestif et aussi possiblement dans l'environnement. C'est un pathogène opportuniste qui, en principe, est très rarement responsable d'infections cutanées communautaires, donc c'est tout à fait atypique. Et c'est une bactérie, la Klebsiella, qui a des facteurs de virulence, notamment une capacité à produire du biofilm et qui a des gènes de virulence, la Yersinia bactim. Pour l'instant, quand on a fait les antibiogrammes, on a mis en évidence très peu de résistance ou parfois l'apparition de résistance sous traitement, mais une possibilité donc pour la bactérie de persister ou de rechuter. Alors, à la suite de ces 3 premières publications, nous, on a continué à observer des cas qu'on a collectés à travers un réseau de dermatologues et d'infectiologues, non seulement en France, mais également en Belgique. Et puis, on a eu un patient qui nous a contacté des USA. Et donc, on a analysé tous les cas qu'on a observés depuis novembre 2025, avec comme objectif confirmer est-ce que le profil des patients, c'est toujours des HSH ou est-ce que ça peut apparaître chez d'autres hommes? Quels sont les symptômes exacts? Quelle est la sensibilité des souches de Klebsiella aux antibiotiques? On voulait également voir si on confirmait ce que nous avaient dit nos collègues de Belgique, est-ce qu'il s'agit d'un seul clone, le ST117? Et puis voir un petit peu quelle est la diversité génétique au sein de ces Klebsiella et essayer de dater l'émergence d'apparition de ce clone ST117. Et donc, vous voyez que depuis novembre 2025, on a observé 25 patients. 24 étaient HSH, une médiane d'âge de 36 ans. Il y avait environ la moitié des patients qui étaient des patients PrEPer, 3 patients infectés par le VIH. Environ la moitié des patients avaient des antécédents d'acné au préalable. Et puis, on retrouvait, vous voyez, un portage nasal de cette même Klebsiella chez 64% des patients. Donc, on avait pas mal de cas à Paris, notamment à La Pitié, mais il y avait également beaucoup de cas à Lyon, 2 cas à Bruxelles. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a un patient aux USA qui nous a contactés. On a pu analyser sa souche
et on a pu mettre en évidence qu'il était atteint par le même clone de bactéries. Je redis un petit mot sur la présentation clinique, mais globalement, il y a deux types de présentation, soit des nodules profonds, douloureux, comme ici chez ces patients, donc des lésions extrêmement douloureuses, extrêmement purulentes, soit parfois des petites lésions beaucoup plus superficielles, à type de papules ou de pustules. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a uniquement une atteinte du visage chez ces patients, aucune lésion extrafaciale décrite jusqu'à ce jour. Je vous l'ai dit, déjà, il y a des difficultés diagnostiques. Souvent, les patients ont des symptômes un petit peu atypiques, une folliculite de la barbe. Et donc, c'est pris à tort pour des lésions d'acné ou parfois des staphylococcis de la face, avec des antibiothérapies empiriques débutées ciblant les cocci-gram+, notamment de la doxycycline, de la pristinamycine, avec une absence d'efficacité chez les patients. Et puis, parfois, le piège, c'est qu'il y a bien des prélèvements bactériologiques qui sont réalisés, mais les résultats montrant de la Klebsielle sont ignorés et considérés comme un simple contaminant environnemental. Ce qui fait que voilà, les patients sont souvent en errance diagnostique avec un délai de diagnostic assez long entre l'apparition des lésions et la rectification de ce diagnostic. Donc, le message clair à retenir, c'est devant une folliculite faciale récidivante de barbe chez les patients HSH, ben vraiment faire une culture bactério en plus de la myco. Et si vous avez un résultat de Klebsielle, bah, il faut le prendre en considération parce que c'est ça peut possiblement responsable de cette folliculite. Donc, je vous montre rapidement l'arbre phylogénétique de ces 25 patients. On a pu confirmer ce que nous avaient dit nos collègues de Belgique, à savoir que c'était uniquement un seul clone de Klebsiella aerogenes, le clone ST117. Et puis si on regarde d'un peu plus près ici la diversité génétique entre les souches avec l'analyse des single nucléotides polymorphisme, et bien en fait on se rend compte que pour les patients qui n'ont pas de folliculite, les Klebsiella aerogenes sont assez éloignés des patients qui ont de la folliculite. Et donc, vous voyez ici, il y a une distance génétique très faible entre les différents patients qui sont atteints de folliculite, quelle que soit leur origine, à savoir s'ils viennent de France, de Belgique ou le cas qui venait des USA. Il y a une distance génétique très faible entre ces souches. Et donc ça a pu nous permettre de conclure qu'il y avait un ancêtre commun relativement récent et probablement une diffusion de cette Klebsielle au sein des réseaux sexuels de patients HSH. Donc il s'agit bien d'une maladie émergente. Donc, on a plusieurs hypothèses pour la transmission, mais toutes les hypothèses sont encore ouvertes. En tout cas, comme pour les dermatophysies, comme ça survient dans une seule communauté, on a pensé à une transmission sexuelle. Et donc, éventuellement, les pratiques oro-anales pourraient favoriser la translocation au niveau de la région céphalique de bactéries entériques. Il y a également la colonisation nasale qui pourrait jouer le rôle de réservoir. Mais on n'exclut pas, hein, c'est aussi une bactérie de l'environnement, Klebsiella aerogenes. Et donc, chez pas mal de nos patients, on mettait en évidence des expositions dans des spas communautaires, des saunas, des jacuzzis. Et donc, peut-être qu'il y aurait une inoculation directe favorisée par des microtraumatismes liés au rasage chez les patients. Et puis, il y avait une autre hypothèse aussi qu'on a formulée, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est des patients qui avaient beaucoup d'antécédents d'acné, qui prennent également beaucoup d'antibiothérapie, on l'a vu, pour traiter parfois des infections à chlamydia, à gono. Donc, antibiothérapie répétée qui peuvent peut-être créer une sorte de dysbiose au niveau du visage qui pourrait favoriser l'installation de la Klebsielle. Donc voilà, en conclusion, on a un clone unique, le ST117, qui est responsable de quasiment tous les cas de folliculite du visage. Donc c'est probablement une IST émergente chez les HSH. Il y a encore pas mal de questions qui se posent sur la transmission possible aux autres personnes. Et notamment, pour l'instant, on n'a jamais retrouvé cette Klebsiella aerogenes en dépistage anal chez les partenaires de nos patients. C'est une maladie qui est pour l'instant très difficile à traiter, malgré une efficacité apparente des antibiotiques. Je vous l'ai dit, la plupart des patients rechutent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Est-ce que c'est à cause du réservoir nasal? Est-ce qu'il y aurait un réservoir digestif? Ou est-ce que c'est à cause de la capacité de cette Klebsielle à faire du biofilm? Pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes de résistance de la Klebsiella au niveau de l'antibiogramme. En tout cas, voilà, je voulais vous informer de l'émergence de ce phénomène.
pour que vous soyez également des sentinelles et capables de diagnostiquer ces infections, parce que c'est vrai que depuis ces trois publications, comme vous l'avez vu, il y a vraiment de plus en plus de cas. Donc au final, voilà, c'est un problème de folliculite faciale à la fois superficielle et profonde qui concerne une population en particulier, donc la communauté des HSH, des hommes relativement jeunes, dont beaucoup sont sous PrEP, et donc qui est lié à cette bactérie, donc la Klebsiella aerogenes, d'un clone particulier, le ST117, avec des infections qui sont volontiers récidivantes dans le temps. Et là, je vous ai mis cette dernière diapositive pour vous illustrer que donc cette maladie fait partie donc des dermatoses infectieuses sexuellement transmises. Donc en première partie, je vous ai parlé des dermatophyties sexuellement transmises. Ici, on a parlé des folliculites à Klebsiella aerogenes. Ça pourra faire l'objet éventuellement d'un autre webinaire, mais vous le savez, il y a également la dermatophilose qui a émergé avec des publications très récentes à la fois espagnoles et de la ville de Lyon sur un nouveau pathogène sexuellement transmis. Et puis, on l'a dit, depuis 2 3 ans, on avait également eu les infections par le virus du Mpox qui font partie donc, de ce spectre des 10 qui sont les dermatoses infectieuses sexuellement transmises. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Josiane. Je vois qu'il y a une question déjà deux questions même dans l'onglet QR. Donc la première question, dans ce cas de folliculite du visage, est-il possible de traiter le couple HSH même si l'une de ces deux personnes est asymptomatique? Alors, en fait, on a de façon assez rare trouvé des couples qui avaient la même folliculite, en fait. C'est un des faits un petit peu étonnants. Donc, c'est possible, hein. J'ai la notion qu'il y a au moins deux couples qui étaient porteurs de la même bactérie. Mais par contre, traiter un asymptomatique, bon, on se demande un petit peu à quoi ça sert. Ce d'autant que, comme je vous l'ai dit, même quand on traite les patients qui ont des symptômes, il rechute très volontiers. Donc on est plutôt actuellement un peu sur une stratégie d'épargne antibiotique chez ces patients qui reçoivent déjà de multiples antibiothérapies. Donc je prônerais pas de traiter si la personne est asymptomatique. Alors, deuxième question, étant un travailleur de première ligne avec beaucoup de dépistage auprès de HSH face à de tels symptômes dermato, quelles sont les recommandations que vous nous donnez? Ben, moi, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est vraiment une maladie nouvelle, c'est une maladie émergente. Moi, j'avoue qu'au début, quand je voyais des patients avec ce type de folliculite, je pensais que c'était un problème assez anecdotique. Et finalement, bah, à force d'en parler, il y a eu trois premières publications. On se rend compte que le phénomène est probablement beaucoup plus disséminé. Donc, surtout si vous travaillez dans d'autres pays, c'est important qu'on sache si bah, vous aussi, vous êtes face à ce même problème. Et je me dis que plus on sera de cliniciens à essayer d'investiguer cette problématique, plus peut-être on sera intelligent et qu'on pourra trouver des solutions, notamment sur le plan thérapeutique, en sachant que voilà, moi je travaille avec une bactériologiste qui travaille au Kremlin-Bicêtre et on est en train d'analyser de façon un peu plus profonde les caractéristiques de la bactérie, notamment ces facteurs de virulence, pour essayer de comprendre pourquoi elle persiste comme ça au niveau de la barbe. Alors, autre question, en dehors du Bactrim, peut-on proposer une céphalosporine? Globalement, les céphalosporines, c'est quand même plutôt par voie intraveineuse. Comme il s'agit d'une entérobactérie du groupe 3, si on veut traiter par céphalosporine, c'est des céphalosporines de quatrième génération qui sont que par voie intraveineuse, en plus qui coûtent très cher. Je vous cache pas que j'ai essayé chez un patient, donc on a même hospitalisé le patient pour prendre en charge sa folliculite. Et malheureusement, de la même façon qu'il avait rechuté avec le Bactrim ou avec les fluoroquinolones, il a également rechuté. Et donc c'est vrai que je pense que le rapport bénéfice-risque est pas trop en faveur d'utiliser les céphalosporines chez ces patients. Alors, ici, autre question. Donc, merci pour le partage de connaissances. Je ne suis pas praticien, je suis assistant social, je suis une cohorte de 645 patients. Est-ce possible de partager la présentation pour une exploitation ultérieure? Bah oui, 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 on pourra partager la présentation. Je vais voir ça avec Fiona. Là, il y a eu
juste un merci et pas d'autres questions. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de questions sur les dermatophysies. Tu peux en poser éventuellement, Gentiane? Ben, je ne sais pas si, voilà, vous qui êtes plus dans les pays du Sud, est-ce que vous avez pu observer aussi ces dermatophysies d'allure sexuellement transmise? Alors, c'est parfois, je vous l'ai dit, pas évident de savoir si c'est vraiment sexuellement transmis ou pas, puisque c'est pas seulement la localisation génitale qui permet de conclure, mais il y a toute une phase d'interrogatoire et notamment du nombre de partenaires. Voilà, nous, on est actuellement en train de mener une étude sur ces dermatophysies sexuellement transmises et pour essayer d'être sûr qu'on est vraiment dans le bon cadre, on a dit qu'on excluait tout patient qui avait une atteinte des pieds concomitante pour justement écarter une éventuelle auto-inoculation à partir d'un foyer des pieds. Alors ouais, quelqu'un a dit voilà, y a-t-il un essai en cours pour ces maladies émergentes? Bah justement, sur les dermatophysies sexuellement transmises, comme c'est vraiment un problème émergent et qu'on a envie de mieux comprendre quelles sont les populations atteintes, parce que là, je vous ai beaucoup parlé des HSH, mais en fait, là, on a pu mettre en évidence dans les premiers patients qu'on a inclus dans notre étude, c'est qu'il y a également des travailleurs ou des travailleuses du sexe qui sont parfois atteints de dermatophysies sexuellement transmises. Et donc ça pourrait éventuellement être responsable de nouveaux clusters, donc c'est important qu'on sache. Et puis, c'est vrai que là, je vous ai surtout parlé du génotype 7, mais en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il pourrait pas y avoir d'autres espèces responsables donc de dermatophysie sexuellement transmise? Donc, ça a été déjà rapporté avec d'autres espèces de manière anecdotique. Là, ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est que l'autre génotype dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté le complexe un trichophyton interdigitalé Mentagrophytes, c'est qu'il y a également le génotype 8, donc le trichophyton Indotinae, qui est probablement aussi sexuellement transmis. Et là, on est un peu dans la même problématique avec les folliculites à Klebsiella, c'est que je vous l'ai dit, ce génotype est extrêmement résistant aux antifongiques de première ligne, notamment la terbinafine. Et donc, il y a des difficultés diagnostiques parce que, en fait, certains laboratoires ne sont pas en capacité de distinguer le génotype 7 de l'Indotinae. Donc, finalement, les cliniciens sont obligés de traiter à l'aveugle. Et quand on voit que l'Indotinae est responsable de résistance dans trois quarts des cas, c'est quand même un petit peu embêtant de se lancer dans un traitement à l'aveugle. Ce qui veut dire que, en fait, si c'est un Indotinae, le traitement de première ligne pour ces patients, c'est plutôt l'itraconazole. Donc voilà, donc c'est vrai que globalement, je pense que ça fait rebondir un petit peu sur la présentation d'Agnès. À force d'utiliser beaucoup d'agents anti-infectieux, on crée aussi des résistances dans certaines communautés très exposées aux antibiotiques et aux antifongiques. Et donc voilà, c'est important de pouvoir avoir les bons diagnostics. C'est pour ça que j'ai insisté hein, sur la nécessité de prélèvements mycologiques, de prélèvements bactériologiques. Après, je sais que probablement l'identification moléculaire permettant de différencier les espèces de champignons, ce sera peut-être pas possible dans tous les laboratoires, mais en tout cas, il faut y penser. Bah voilà, j'ai un petit peu répondu, hein. J'ai dit il y a les HSH, mais il y a également des travailleurs du sexe. Ici, voilà, oui, on pourra bien sûr partager la présentation pour une exploitation ultérieure. Merci beaucoup, Gentiane. Je pense que s'il n'y a plus de questions, nous pourrons passer à la présentation suivante. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Fatima Tali. Professeur Lee est dermatologue-vénérologue, professeur titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Spécialiste reconnue des maladies de la peau en Afrique, elle mène des recherches sur les dermatoses infectieuses, le psoriasis et les complications de la dépigmentation volontaire. Auteure de plus de 200 publications scientifiques, elle est une figure de référence de la dermatologie en Afrique de l'Ouest.
Elle préside également la Société sénégalaise de dermatologie-vénérologie et est très impliquée dans plusieurs réseaux scientifiques internationaux. Donc, comme pour les autres intervenants, je vais partager un petit sondage en lien avec la présentation du docteur Lee. Quittez pas. Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation à l'écran? Le sondage, pardon. Vous pouvez participer. Allez-y. Merci infiniment, Fiona. Merci à Gentiane et à Agnès. Désolée de ce petit contretemps. Alors, on va partager les questions. Pour la première question, c'est des choix multiples, vrai ou faux. Alors, premièrement, est-ce que la syphilis précoce comporte la syphilis primaire et la syphilis latente précoce? Tandis que la syphilis tardive comporte la syphilis secondaire, tertiaire et latente tardive. Y a-t-il des réponses où je défile? Alors, pour la deuxième proposition, la syphilis latente est moins contagieuse que la syphilis secondaire. Pour la troisième, la syphilis congénitale comporte la syphilis primaire, secondaire et tertiaire. Et quatrième proposition, une sérologie syphilitique négative permet d'éliminer le diagnostic de syphilis secondaire. Et enfin, la neurosyphilis peut survenir au stade secondaire chez un patient immunodéprimé par le VIH. Je ne vois pas les réponses. Alors, les réponses, oui. Alors, je vais monter à la première question. On a plutôt la majorité en coché la première, hein. La syphilis précoce comporte la syphilis primaire et la syphilis latente précoce. Et puis pour la deuxième question, c'est égal, c'est plutôt la première réponse. La surveillance de la syphilis traitée repose sur les tests très ponémiques, ainsi que plutôt la dernière, le risque de la transmission materno-fétale de la syphilis est 100% au stade primaire, 70% au stade secondaire et 40% à la phase latente précoce. Oui, il y a eu une petite modification sur les censures. Alors donc, je réponds rapidement. Pour la syphilis précoce, elle comporte la syphilis primaire, ah, c'est ça, la syphilis primaire, la syphilis latente précoce et la syphilis secondaire. C'est bien ça la bonne réponse. Donc, elle ne comporte pas, elle ne se limite pas à la syphilis primaire et à la syphilis latente précoce. Il y a également la syphilis secondaire qui fait partie de la syphilis précoce. Tandis que la syphilis tardive comporte la syphilis tertiaire et la syphilis latente tardive. On est d'accord également que la syphilis latente est moins contagieuse que la syphilis secondaire. Et la syphilis congénitale ne comporte que les signes de la syphilis secondaire et tertiaire. Et on n'a pas, bien sûr, le chancre syphilitique. Donc là aussi, c'est une proposition qui est fausse. Et la sérologie syphilitique négative permet d'éliminer le diagnostic de syphilis secondaire. Effectivement, au stade de syphilis secondaire, toutes les sérologies sont positives. La neurosyphilis peut survenir au stade secondaire chez le patient immunodéprimé par le VIH. C'est vrai que le patient immunodéprimé infecté par le VIH a tendance à présenter des formes de neurosyphilis assez précoces, et pas forcément au stade tertiaire. Donc ça, c'est bon pour ces séries de questions. Pour les deuxièmes, s'il vous plaît. Alors, deuxième question. Là, on est à la première question. La deuxième. Prendre l'ascenseur, hein, dans la fenêtre Ah, OK. pour descendre, pour voir les Merci, résultats. D'accord. merci beaucoup. OK, merci. Donc, pour là également, la surveillance de la syphilis traitée
repose sur les tests non tréponymiques. Donc, ce n'est pas les tests tréponymiques qui permettent de surveiller la syphilis, c'est au contraire les tests non tréponymiques. Donc, c'est la deuxième proposition qui est vraie. Les signes ophtalmologiques sont prédictifs de neurosyphilis chez le patient immunodéprimé par le VIH. Cette proposition est vraie et effectivement, quand on a un patient co-infecté par le VIH et Treponema pallidum, il faut demander un examen ophtalmologique et vérifier s'il y a la papillite, l'uvéite, la rétinite qui sont prédictifs de neurosyphilis. Alors, la syphilis congénitale peut être diagnostiquée jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est vrai, puisque la syphilis congénitale comporte la syphilis congénitale précoce de 0 à 2 ans et la syphilis congénitale tardive qui peut aller jusqu'à l'âge de 25 ans. Et enfin, la dernière proposition, elle est vraie. Le risque de transmission materno-fœtale de la syphilis est de 100% au stade primaire, c'est vrai, 70% au stade secondaire et 40% à la phase latente précoce. Ça permet de répondre également à la question posée tantôt, puisqu'on a vu que la syphilis au stade secondaire est plus contagieuse que la syphilis latente précoce. Merci infiniment de vos réponses. Merci, professeur Lee. Vous pouvez partager votre écran. Donc, avec une transition quand même, nous allons essayer de partager avec vous quelques notes de lecture portant sur l'actualité, sur la syphilis. Et une fois de plus, je remercie le comité d'organisation et scientifique de me permettre de partager mon expérience à Dakar et mes notes de lecture. Alors, quelqu'un disait, c'est Sir William Oster, que la syphilis peut simuler toute autre affection. Et en réalité, c'est la seule maladie qu'il est nécessaire de connaître. Et c'est la connaissance de cette maladie qui permet de devenir un expert en dermatologie, mais également un expert en diagnostic. Et nous allons pour aborder cette thématique, proposer le plan ci-après. Après l'introduction successivement, nous allons donner quelques notions d'épidémiologie assez récentes, la clinique, les diagnostics, le traitement, avant de terminer par quelques messages. Ça, c'est quand même la définition hein, qui est universelle. C'est une infection bactérienne qui est due à un spirochète du genre Treponema pallidum pallidum, qui est contagieuse, qui est transmise essentiellement par voie sexuelle, mais pas exclusivement. C'est une affection qui n'est pas immunisante et on a remarqué ces dernières années une recrudescence de la syphilis qui était méconnue. Je raconte souvent l'anecdote quand j'étais à l'hôpital Mondor. Il y a un cas de syphilis secondaire qui s'est présenté en consultation et tous les jeunes dermatos qui l'avaient vu n'ont pas pu faire le diagnostic. Il a fallu que M. Revuse, le chef de service, et M. Jean-Claude Rougeau voient ce patient pour dire, mais ça, c'est une syphilis. Et bien sûr, la sérologie syphilitique était positive pour dire que c'est une affection qui était pratiquement oubliée relégué aux oubliettes et il a fallu qu'il y ait cette recrudescence et nous avons été alertés dans notre service quand on a vu une succession de cas de syphilis secondaire, chose qu'on n'observait plus depuis de nombreuses années. Et donc, ceci est confirmé par les rapports de l'OMS, de l'ONU-SIDA, qui rapportent une hausse importante des IST dans plusieurs régions du monde, pas seulement en Afrique, mais également dans les autres régions américaines, asiatiques, avec des prévalences qui sont variables, beaucoup plus importantes en Afrique au sud du Sahara et également en Asie du Sud-Est. Alors, on estime environ à 8 millions d'adultes âgés entre 15 et 49 ans qui ont contracté la syphilis en 2022. Ce sont les données de l'OMS. Et sur le site du Centre européen de contrôle des maladies, on voit qu'il y a également un rapport qui mentionne une augmentation de ces IST bactériennes et qui ont atteint des niveaux jamais égalés avec notamment presque un doublement de la syphilis congénitale. Et si on se réfère à ces statistiques de 2024, on voit que la gonorrhée a connu une hausse de 303% entre 2015 et 2025 et la syphilis a connu un doublement du nombre de cas. Bien sûr, l'infection à chlamydia reste l'IST la plus fréquente, mais on dénombre également des cas de lymphogranulomatose vénérienne, la maladie de Nicolas Favre.
Et l'exposition de la syphilis congénitale également, rapportée aussi bien par l'OMS que par le CDC aux États-Unis, qui montre des taux de syphilis congénitale qui ont augmenté de plus de 300% entre 2015 et 2022. En Afrique, au sud du Sahara, c'est pas moins de 3,5 millions de femmes en âge de procréer qui sont infectées chaque année, donnant ainsi une prévalence qui varie de 3% à plus de 9% selon les pays. La syphilis congénitale est associée à une mortinatalité très, très importante et c'est ce qui fait que c'est vraiment une alerte qui a été sonnée au niveau international pour dire attention, il y a un relâchement des mesures de surveillance qui fait qu'il y a une hausse des cas de syphilis congénitale. Au cours des dernières années, on a vu vraiment une augmentation, en particulier dans certaines populations clés, bien sûr chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, chez les professionnels du sexe et les patients vivant avec le VIH, mais aussi bien les jeunes adultes que les seniors et enfin les migrants qui ont montré des taux de prévalence assez élevés. Et si on compare sur ce tableau les rapports en fonction des régions, on voit que aussi bien aux États-Unis, en Europe, qu'en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique du Sud, au sud du Sahara, on a des données, exception pour l'Afrique au sud du Sahara, où on a des gaps dans la surveillance, malheureusement, mais qui montrent quand même une augmentation supérieure à 3% des tests sérologiques prénatals. Et cette courbe retrace vraiment l'ascension du nombre de cas de syphilis au cours de ces dernières années, en montrant entre 2015 et 2024 une augmentation aussi bien des nouveaux cas et de la morbidité associée. Et ce terrain particulier des hommes ayant des rapports sexuels avec des autres hommes ont montré que c'était une population de prédilection de survenue de cette syphilis congénitale, pardon, de cette syphilis, ce qu'on a retrouvé également dans nos données ici en Afrique. Et dans cette méta-analyse, qui a fait état de plus de 300, qui a analysé plus de 376 articles avec des enregistrements provenant de 62 pays, on a montré et confirmé vraiment l'augmentation de la prévalence et de l'incidence de la syphilis chez les HSS. La prévalence globale de la syphilis chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est supérieure à ce qui est attendu pour en faire un problème de santé publique, c'est-à-dire 10%, avec bien entendu des différences substantielles entre les pays et les régions et une prévalence de la syphilis nettement plus élevée chez les séropositifs co-infectés par le VIH comparativement aux homosexuels séronégatifs. Les facteurs de risque d'infection retrouvés, outre l'âge avancé, c'est le faible niveau d'éducation, la consommation de drogues récréatives, puisqu'il y a un relâchement des mesures de protection au cours de la consommation de ces drogues récréatives, et la notion de relations sexuelles en groupe et de partenaires sexuels multiples ont été les facteurs essentiellement identifiés dans la recrudescence de cette infection. Alors, qu'en est-il à Dakar? Nous, à Dakar, nous avons effectué une étude rétrospective, descriptive, multicentrique qui a intéressé les services de prise en charge des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais des services de suivi également de dermatologie à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar et au Centre hospitalier universitaire de femmes sur une période qui s'étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 avec un recrutement des patients atteints de syphilis et qui résidaient à Dakar. Comme critère d'inclusion, l'infection était obligatoire avec une confirmation par des tests sérologiques, tandis que les critères de non-inclusion étaient les professionnels du sexe qui étaient exclus de cette étude. Et nous voyons qu'elle a été effectuée aussi bien dans les services cliniques qu'au niveau des laboratoires, montrant des prévalences variables qui varient de 6% au niveau du labo de l'IHS à 100% au labo du CTA. Le CTA étant le centre de traitement ambulatoire pour les patients vivant avec le VIH qui est basé au centre hospitalier universitaire de Fann. Nous avons également, quand on compare les données en fonction des services cliniques et des laboratoires, nous voyons que le labo de CTA, que la plupart des patients du service de maladies infectieuses et tropicales étaient référés au niveau du laboratoire de CTA et moins au niveau du laboratoire de l'Institut d'hygiène sociale, avec seulement 2% des cas.
Et qu'est-ce que nous retrouvons? Une prédominance masculine, un âge situé entre 20 et 29 ans qui est différent de ce qui est rapporté dans la littérature, puisque là-bas, on retrouve plutôt des adultes d'âge mûr. Mais nous, dans notre population, c'était essentiellement des jeunes âgés entre 20 et 29 ans qui représentaient plus de la moitié de la population. Quand on s'intéresse à l'orientation sexuelle, la majorité de nos patients étaient des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et nous voyons que dans près de la moitié des cas, c'est-à-dire dans 43% des cas, il existait une co-infection avec le VIH, ce qui est superposable aux données de la littérature en dehors du jeune âge que nous avons retrouvé, et alors que dans la littérature, c'est plutôt le sujet âgé. Parmi les signes cliniques, on avait des formes asymptomatiques. C'est ça qui nous inquiétait le plus avec des syphilis sérologiques chez plus de la moitié des patients. Donc, ça fait poser des questions et montrer un peu les projections dans l'avenir. Et seule la moitié des patients étaient 48% des patients étaient symptomatiques avec des signes dermatologiques, l'éruption cutanée, des chancres testiculaires au stade primaire, l'écoulement urétral qui était également retrouvé chez ces patients, peut-être dans le cadre d'une co-infection, l'alopécie, les adénopathies inguinales, les condylomes anaux, les brûlures mictionnelles, des cas de cervicite qui étaient beaucoup plus rares. Là, quand on s'intéresse à la clinique de la syphilis, on se rappelle toujours de l'assertion qui dit que la syphilis, c'est la grande simulatrice. La grande simulatrice parce qu'elle peut emprunter des signes de nombreuses autres pathologies. Mais d'emblée, nous allons revenir sur cette classification qui a fait déjà l'objet des QCM, que la syphilis précoce regroupe la syphilis primaire, la secondaire et la latente précoce, c'est-à-dire celle qui évolue depuis moins d'1 an. Quant à la syphilis tardive, c'est essentiellement la syphilis latente tardive et la syphilis tertiaire. Et enfin, on retrouve pour la syphilis congénitale la précoce et la tardive. Voici les signes cliniques qui nous ont alertés tout au début en mettant en évidence, par exemple, ici un cas de syphilis primo-secondaire, puisque le patient avait des chancres génitaux, mais en même temps avait ces lésions érythématosquameuses au niveau palmoplantaire. Ici, nous avons des chancres qu'on retrouve au niveau de la région anale avec ces lésions pigmentées qui sont caractéristiques avec cet aspect cuivré qu'on retrouve chez les patients atteints de syphilis. L'atteinte palmoplantaire, ici, avec cette collerette de Biette et ces lésions qui semblent être des lésions ciblées qu'on a retrouvées chez les patients. Ici, pour confirmer l'assertion qui dit le patient vous tend son diagnostic, c'est vrai qu'en tant que clinicien, dès qu'on voit cette atteinte palmaire caractéristique de la syphilis, qui n'est pas pathognomonique, mais quand même, qui n'est pas très fréquente, pardon, mais qui oriente fortement vers la syphilis. Nous avons cet aspect qui peut prendre une pigmentation très foncée ici au niveau des paumes, mais de principe, à chaque fois qu'on a des lésions palmoplantaires, il faut envisager la sérologie syphilitique. Les lésions, on les sent, elles sont infiltrées ici. Parfois, elles peuvent être beaucoup plus discrètes, comme sur l'aile du nez ici chez le patient, qui a une pigmentation et une lésion périnasale. Des fois, la syphilis peut simuler une acné du dos ici avec ces lésions pigmentées qui ressemblent à de la folliculite qu'on retrouve au cours de l'acné profuse avec atteinte du dos. Mais parfois, ce sont des lésions infiltrées, cuivrées, avec parfois une desquamation, une hypochromie périlésionnelle. Et parfois, c'est des lésions multiples, plus d'une centaine de lésions retrouvées ici. Et notez bien l'alopécie de la région occipitale qu'on retrouve également chez cette patiente. Les lésions ici qui sont caractérisées des élégantes, bien annulaires, bien tracées, comme tracées au compas, qui orientent très très fortement vers la syphilis secondaire. Et l'alopécie, c'est pourquoi on dit que toute alopécie récente chez un sujet jeune doit faire évoquer la syphilis secondaire jusqu'à secondaire. Des cas de condyloma lata qui peuvent mimer des condylomes, mais qui sont des signes caractéristiques de la syphilis secondaire. Et dans le cas de la syphilis congénitale, c'est ici non seulement l'atteinte cutanée palmoplantaire, mais surtout des atteintes neurologiques
à type de convulsion, d'atteinte neurosyphilis, l'atteinte ophtalmologique, la choriorétinite, la cataracte, la coryza, au niveau nasal, des éruptions péribuccales, atteinte des viscères, atteinte à type d'hépatomégalie, de splénomégalie, et bien sûr les atteintes osseuses qui sont mises en évidence au niveau de la radiographie avec la périostite, l'ostéochondrite. Concernant l'atteinte hématologique au cours de la syphilis secondaire, c'est l'anémie, une augmentation des enzymes hépatiques et une augmentation des signes de cholestase également. Concernant le rash cutané, c'est la lésion bulleuse autour des mains. Et ici, il est devenu exceptionnel dans notre contexte. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, il y a une variation en fonction des régions, parce que nous, on a des prévalences de sérologie positive chez la femme enceinte qui varient entre 0,7 et 1,3%. Et dans les études que nous avons menées, nous n'avons pas retrouvé de cas avérés de syphilis congénitale ces dernières années. Le stigmate de l'infection au cours de la syphilis congénitale, ce sont ces dents, des dents de Hutchinson, qu'on décrit également, qui ressemblent à des tournevis au cours de la syphilis congénitale, et l'éruption bulleuse palmoplantaire. Les atteintes ophtalmologiques, l'uvéite antérieure, les kératites interstitielles qu'on peut retrouver aussi bien à la naissance que des décennies plus tard, puisqu'on sait que la syphilis congénitale peut évoluer jusqu'à l'âge de 25 ans. L'atteinte ophtalmologique doit être recherchée et guettée quand on a une cataracte congénitale ou bien un glaucome à angle ouvert, la névrite optique, la choriorétinite et toutes ces inflammations qu'on retrouve au fond d'œil, caractéristiques décrites sous le terme de aspect en poivre et sel, doivent orienter vers la syphilis congénitale. Ce sont des signes d'alerte quand on le retrouve dans une population, disons-nous qu'il y a un relâchement des mesures de prévention. Des formes cliniques atypiques comme ici un ecthyma-like, des lésions qui ressemblent à un ecthyma, c'est-à-dire une infection bactérienne profonde au niveau cutané qui doivent orienter vers la syphilis, ou bien la syphilis maligne qui donne cet aspect comme une infection de charbon qui est très caractéristique, mais ici il s'agit de la syphilis maligne, ou encore des lésions multiples qu'on retrouve. En somme, à chaque fois qu'on a des lésions atypiques, il faut penser à demander une sérologie puisqu'on sait que c'est la grande simulatrice. Et dans ce cas particulier, il a fallu effectuer la biopsie pour poser le diagnostic de syphilis. Ça, c'est arrivé également dans notre série à Dakar. Les dermatos n'avaient pas pensé initialement à la syphilis et ont demandé une biopsie. Et c'est l'anatomopathologiste qui a dit attention, c'est une syphilis, et a posteriori, la sérologie syphilitique a été effectuée. Donc, il faut y penser. Et vraiment, pour une sérologie qui ne coûte pas grand-chose, je pense la demande doit être facile à chaque fois qu'on a des lésions atypiques. Mais l'atteinte également digestive est possible, comme on le voit ici, chez ce cas clinique d'un jeune qui se plaignait d'épigastralgie qu'on a mis sur le compte d'un ulcère, et il a fallu effectuer la fibroscopie avec la biopsie pour mettre en évidence à l'examen anatomopathologique non seulement cet infiltrat plasmostère, mais également les tréponémas que vous voyez ici bien visibles avec cet aspect spiralé. Et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport au diagnostic, en dehors de l'utilisation des tests de diagnostic rapide, en particulier les duos, où on effectue en même temps la recherche, les tests rapides qui sont très utiles quand même dans les campagnes de proximité où on effectue le VIH et en même temps la syphilis pour voir est-ce qu'il y a une positivité ou pas. Elle est très indiquée chez des patients qui ont des facteurs de risque particuliers tels que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ou également les professionnels du sexe. Mais on a également d'autres tests rapides. En dehors des tests rapides d'orientation diagnostique, on a les tests d'amplification de l'acide nucléique. Leur avantage, c'est qu'ils permettent un diagnostic précoce de la syphilis avant même l'apparition des anticorps. Malheureusement, dans nos zones, nous n'avons pas toujours accès à ces tests d'amplification de l'acide nucléique. Et où est-ce qu'il faut, c'est pourtant il s'agit de tests simples, c'est des tests qu'il faut effectuer au niveau des lésions primaires et secondaires avec
comme nous le voyons, une spécificité à 98% des cas. Un résultat positif confirme toujours une infection active. Il y a de plusieurs types. Il faut mettre sur la balance les deux, mais je pense quand même que ces tests d'amplification devraient être disponibles partout en Afrique, en tout cas dans les grands centres de référence. Un mot quand même de la dermoscopie. En tant que dermatologue, la dermoscopie donne des signes qui peuvent orienter vers la syphilis juste en mettant en évidence cette desquamation, cet érythème et dans le cas de condyloma lata, les aspects des zones laiteuses qu'on retrouve et qui orientent vers les condylomas lata. Qu'en est-il de la cinétique des anticorps? La cinétique des anticorps, on voit que les premiers anticorps à apparaître, ce sont les FTA. Ensuite, suivi des tests spécifiques, c'est-à-dire le treponema pallidum hemagglutination assay. Bon, on oublie un peu le test de Nelson. Et enfin, le VDRL, le Venereal Disease Research Laboratory, qui fait partie des tests non spécifiques. Et l'intérêt, c'est vraiment pour la surveillance du traitement, puisqu'on surveille avec les tests non spécifiques, c'est-à-dire les tests non tréponymiques, le VDRL ou bien le RPR. Pour la prise en charge, il y a des guidelines européens qui ont été édictés il y a quelques années déjà, 2020, mais qui restent un peu toujours d'actualité à quelques exceptions près, on le verra. Et ici, la syphilis primaire, ce qui est recommandé, c'est toujours la pénicilline. Donc, plus de 400 ans après plus des décennies, des siècles après la découverte de la pénicilline, ce qui est remarquable, c'est quand même son efficacité qui est toujours d'actualité. Et la dose qui est recommandée, 2,4 millions par voie intramusculaire, une injection, ou bien 1,2 million dans chaque fesse. Mais en pratique, nous, ce qu'on recommande, c'est une injection de 2,4 millions associée à de la xylocaïne en raison du caractère très douloureux de l'injection. Il y a d'autres lignes thérapeutiques. En cas d'impossibilité d'effectuer des injections intramusculaires, la ceftriaxone est recommandée 1 gramme par voie intraveineuse pour 10 jours, ou bien la doxycycline à la dose de 200 mg 100 mg 2 fois par jour, c'est également une autre option possible pendant 14 jours. Et si l'allergie à la pénicilline est recommandée, ou bien le patient a refusé un traitement par voie parentérale, on pourra toujours utiliser cette doxycycline. Dans les cas de syphilis tardive, c'est-à-dire avec supérieur à plus d'1 an, ou bien de cause inconnue, dans les atteintes cardiovasculaires ou les atteintes de la syphilis tertiaire à type de gomme, on recommande ici de répéter les doses. On l'a fait. Donc, c'est vraiment le traitement recommandé, la procaïne pénicilline étant moins disponible. Pour les cas d'allergie à la pénicilline, on recommande de faire une induction de tolérance, donc recommander une consultation allergologique et une prise en charge pour ne pas perdre le bénéfice de la benzatine pénicilline. Mais en cas d'allergie vraiment documentée et l'impossibilité de faire de cure d'induction, la doxycycline reste une alternative très intéressante, mais la durée doit être supérieure aux 14 jours. Et ici, on préconise 3 semaines à 28 jours de traitement. Pour les patients infectés par le VIH, le traitement sera également similaire, sans oublier la trithérapie hautement active. Ça, c'est quelques notes de lecture sur la syphilis. Et on retrouve ici vraiment la première option, la deuxième option sur ce tableau. Et on va même jusqu'à la troisième option dans le cas de la syphilis précoce, en particulier chez les patients infectés par le VIH. Pas forcément trop de différence par rapport aux patients séronégatifs. Alors, en cas, c'est ce qu'on a résumé ici, en cas d'allergie ou d'indisponibilité de la benzatine, benzylpénicilline, ce sera la doxycycline ou bien la ceftriaxone. Attention à l'azithromycine, qui a l'avantage de la facilité de prise, mais en Europe, en particulier en France, des taux de résistance supérieurs à 75% à l'azithromycine ont été rapportés. Donc, attention à cette molécule.
Dans les formes de syphilis latente ou bien quand l'ancienneté est inconnue, également, on retrouve notre benzatine pénicilline 2,4 millions 3 fois en 3 prises à J1 à 1 semaine et à 15 jours. Et l'alternative solide est la doxycycline. En cas de neurosyphilis ou bien d'atteinte ophtalmologique ou d'atteinte ORL, il faut des perfusions de pénicilline, benzylpénicilline, c'est la PNG, en tout cas que nous n'avons pas au Sénégal, 20 millions d'unités internationales par jour, par voie intraveineuse pendant 10 à 14 jours, soit en perfusion continue ou en perfusion fractionnée. Je rappelle simplement que pour la PNG, la perfusion doit passer en 2 heures de temps et à l'abri de la lumière, le sérum, puisqu'il y a une dégradation du produit. Pour la ceftriaxone par voie intraveineuse, on peut l'utiliser également à la posologie de 2 grammes par jour pour une durée totale de 10 à 14 jours. Et enfin, pour la syphilis congénitale, on peut administrer la benzylpénicilline par voie intraveineuse en perfusion pendant 10 jours à 2 semaines à la posologie de 150 000 unités par kilogramme par jour. Qu'est-ce qui a également attiré mon attention dans les lectures, c'est l'association de la doxycycline et de la benzylpénicilline, ce qui est logique, qui a une efficacité supérieure à l'utilisation de la benzatine benzylpénicilline toute seule. Il y a également d'autres études qui ont rapporté l'efficacité de l'amoxicilline en monothérapie qui constituerait une bonne alternative benzatine, mais il n'y a pas de recommandation officielle. C'est-à-dire, si on est quelque part où on ne trouve pas de traitement, on peut s'essayer à l'amoxicilline, mais il n'y a pas de recommandation vraiment pour l'utilisation de l'amoxicilline en monothérapie. Bon, c'est quand même une pénia, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et il y a quelques pays qui rajoutent d'autres recommandations spécifiques, l'association de l'amoxicilline et de la procaïne, le probénicide, là également qu'on n'a pas nous dans notre pays maintenant, ou bien l'utilisation de faibles doses d'amoxicilline comme ce qui est préconisé au Japon, avec des essais thérapeutiques qui ont mis en évidence l'efficacité de l'amoxicilline 1 gramme 500 monothérapie versus 3 grammes chez des patients VIH en particulier. Mais vous voyez ici, les critères de jugement, c'est guérison sérologique à 12 mois après le traitement, ce qui est quand même assez long. Et parmi les critères de jugement secondaires, c'était la tolérance qui semblait beaucoup meilleure avec 1,5 g d'amoxicilline. Donc ça, c'est la guérison sérologique dans cet essai à 12 mois, 90% quand on utilise seul et versus 94,4% quand il y a une association, avec une association statistiquement significative. La guérison sérologique de la syphilis précoce à 12 mois également, on passe de 93,5% quand on l'utilise seul à 97,9% quand on a une association. Mais ici, les critères de jugement, de mon point de vue, sont quand même assez longs puisqu'il faut attendre jusqu'à 12 mois pour dire qu'est-ce qui a été finalement le plus efficace. C'est un peu le design de cette étude ici qui a été quand même menée en accord avec les critères qu'on sort et qui montre un peu le caractère vraiment le caractère reproductible de cette essai thérapeutique. Alors, autre chose dont on parle de plus en plus dans la littérature, c'est l'utilisation de la prophylaxie post-exposition par la doxycycline pour la prévention des IST bactériennes, en particulier de la syphilis, et qui consiste, dont l'objectif est de réduire l'incidence de la syphilis chez les populations à risque. L'utilisation de la doxy en 2 comprimés de 100 mg en une seule prise orale dans les 24 heures après un rapport sexuel non protégé et dans un maximum de délai de 72 heures, qui a montré une efficacité avec une réduction d'environ 80% de risque de contracter la syphilis. Je pense qu'il serait intéressant de comparer la doxy PEP et simplement l'utilisation du préservatif. Donc, en pratique, ce que j'ai vu parmi les recommandations françaises,
pour la pratique, et je pense qu'il est reproductible quand même dans la plupart des pays du Sud. C'est pour la syphilis précoce, benzatine, benzoate, pénicilline, une dose. Pour la syphilis tardive, trois doses espacées d'une semaine. En cas d'atteinte neurologique, ce sera la voie intraveineuse en perfusion et avec les alternatives si le patient a une allergie ou une contre-indication à l'injection intramusculaire, c'est soit la doxycycline qui peut varier de 14 à 28 jours, soit la ceftriaxone à 10 jours. Attention, chez la femme enceinte, il faut utiliser la benzatine, benzine, pénicilline. Je ne rentre pas dans les considérations de la prévention de la réaction de Jarvis-Alzheimer qui reste classique. Mais il y a également des recommandations de l'OMS. Il y a toute une série de questions, il y en a 9. J'ai sélectionné juste celle-là pour illustrer, mais toutes les recommandations sont accessibles sur le site de l'OMS qu'on peut télécharger. Mais également, vous voyez qu'ici, il n'y a pas tellement de différence hein, avec les recommandations européennes ni avec les recommandations françaises. Et je pense qu'elles peuvent être extrapolables dans nos pays, vu que toutes ces molécules sont disponibles, à l'exception de la PNG injectable, comme je disais tout à l'heure, mais qu'on peut valablement remplacer par la ceftriaxone. Pour l'OMS également, l'OMS maintient l'azithromycine, alors même qu'on a vu que dans certains pays, en particulier en Europe, il y a des taux qui ont été rapportés jusqu'à 75% de résistance. Donc attention à l'azithromycine. Alors, un espoir du côté de la vaccination, puisqu'on a vu qu'il y a des avancées concernant le développement des vaccins pour la prévention et le contrôle de la syphilis avec cette publication. Et même récemment, il y a d'autres études qui sont en train d'être menées dans certains pays africains pour la mise en place de ce vaccin. En définitive, chers panélistes et chers participants, nous avons, à travers nos lectures et notre expérience sénégalaise, mis en évidence une augmentation de la mondiale de la syphilis, mais en particulier de la syphilis congénitale, qui doivent être des garde-fous, la surveillance de la syphilis, parce qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de la syphilis dans une communauté, ça veut dire qu'il y a un relâchement des mesures préventives. Ce que nous avons également retenu, c'est le polymorphisme lésionnel de la syphilis, en particulier la syphilis secondaire, l'utilisation des tests rapides qui permettent de dépistage dans certaines populations à risque, mais l'utilisation dans les stratégies avancées, l'espoir quant au diagnostic précoce avec les tests d'amplification des acides nucléiques, qui reste un espoir pour les zones du Sud, et la démonstration de nouvelles stratégies, mais dans tous les cas, la pénicilline reste le traitement roi au cours de la syphilis et la prévention sur l'espoir d'un vaccin qu'on aura peut-être bientôt pour euh, éliminer cette pathologie qui n'a pas fini de parler d'elle. Merci, essentiel. Merci de votre attention et je reste à votre disposition si jamais il y a des questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Lee. Je vois qu'il y a une main levée. Je ne sais pas si la personne souhaite toujours s'exprimer. Bernard Bassama. Donc, je vous ai donné la parole. Si vous voulez vous exprimer, vous avez bien levé la main, il me semble, ou si c'était une erreur, je ne sais pas. Et voilà. C'est une erreur. C'est une erreur. Ah, une erreur. OK. Merci. Alors, je ne vois pas de questions. Peut-être que, professeur Lee, vous auriez une question pour les participants. On va faire l'inverse. Mhm. C'est plutôt une question pour réfléchir un peu pour les pays du Sud par rapport à vraiment que les IST euh, soient replacés au devant de la scène. Parce qu'on a vu depuis très longtemps que si on veut lutter efficacement contre l'infection par le VIH, il faut également et surtout s'intéresser aux IST. Et on voit de plus en plus, d'après hein, ma petite expérience à Dakar, qu'on est en train de relâcher un peu les IST
peut-être que dans certaines populations clés, moi je parle, puisque je suis responsable du centre de référence des professionnels du sexe, je vois qu'il y a de moins en moins de stratégies. Et si on ne réfléchit pas à quelles sont les stratégies à mettre en œuvre, peut-être qu'on risque encore d'avoir des épidémies beaucoup plus importantes. Donc ma question, c'était juste par rapport aux participants, quelle est votre expérience? Ça peut varier d'un pays à l'autre, mais qu'est-ce qu'on peut penser qu'au niveau sous-régional, on peut mettre en commun pour remettre les IST au goût du jour? En tout cas, reprendre. Et après avoir écouté Jean-Siane, je me dis qu'il y a beaucoup d'IST émergentes qu'on laisse en rade. Peut-être qu'on traite juste comme une infection bactérienne et il y a un échec, le patient change de médecin en médecin avant d'avoir son diagnostic. Ce serait intéressant également de proposer des algorithmes au même titre que certains pays. C'est ma question un peu aux participants. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en œuvre? Alors, soit vous pouvez répondre dans le chat, dans l'onglet QR, pardon, soit vous pouvez lever la main si vous souhaitez vous exprimer. Voilà. Pour réagir à la question du professeur Lee. En attendant, je vois juste une question. Femme enceinte allergique à la pénicilline, qu'est-ce qu'il faut faire? J'imagine que c'est la CAT. On a dit qu'en cas d'allergie documentée, parce qu'il faut vraiment documenter l'allergie en mettant une positivité à la pénicilline par des tests allergologiques, ce qui n'est pas fait. Souvent, c'est le patient qui confond un peu les malaises vagos ou bien d'autres troubles pour décréter qu'elle est allergique à la pénicilline, mais sans documentation par un allergologue avec des tests allergologiques. Et vraiment, si c'est avéré, dans ce cas, ce qu'on propose, c'est de faire le traitement par la doxycycline, mais à l'accouchement, il faut traiter le nouveau-né. Il y a un mauvais passage au niveau du transplacentaire. Donc, on fait le traitement par doxy si c'est avéré, mais si on peut faire l'induction de tolérance, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment désensibiliser, on préfère le traitement par pénicilline G. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas, je vais demander à tous les intervenants de venir à l'écran pour qu'on puisse vous remercier encore une fois. Si vous pouvez activer vos caméras. Merci. Donc, un énorme merci à vous. Et je dis à tous les participants, donc la prochaine Afrenum, ça va être à la rentrée, normalement le 10 septembre, on va sur nouvelles approches thérapeutiques métaboliques. La date sera confirmée, mais a priori, ce sera le 10 septembre. Pour vous rappeler aussi que sur le site web de l'Afravi, on met toujours à disposition les enregistrements des séances Afrenum. Donc, vous pouvez les consulter sur la chaîne YouTube de l'Afravi qui est accessible à partir de notre site, donc afravi.org. Donc, en général, après chaque webinaire, il faut compter 2-3 jours de traitement et puis tout est mis en ligne. Donc, patientez encore un tout petit peu. En début de la semaine prochaine, tout devrait être disponible. Et les présentations sont également visionnables à partir du site web de l'Afravi. Voilà, et je vois que je pense que c'est tout. Encore un énorme merci à vous toutes et je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde et à très bientôt.